75. Good night now. Sundance 518, taxi across runway 24 left, contact ground point 65 when off the 1er février 1991, Aéroport international de Los Angeles, LAX. 246 heading 270, contact Los Angeles departure. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land 24 left. Cleared to land 24 left, 1493. Le vol 1493 de US Air met le cap sur la piste 24 gauche à une vitesse de 240 km/h. What the hell? J'ai montré l'avion du doigt en criant « Le vol de US Air s'écrase ». L'appareil était en flammes. Mais l'ampleur de cette tragédie dépassera tout ce que l'on pourrait imaginer. Un Boeing 737 s'embrase en atterrissant sur la piste de l'un des aéroports les plus achalandés du monde. C'était en 1991, au tout début de la guerre du Golfe. Dans la tour de contrôle, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'une bombe avait explosé dans l'avion. Tandis que les pompiers maîtrisent l'incendie, les secouristes cherchent d'éventuels survivants. Environ 5 minutes après l'écrasement, on a reçu un appel d'un véhicule d'urgence. Au milieu des décombres, une découverte inquiétante oblige tout le monde à revoir en détail les événements des 15 dernières minutes. Le vol 1493 de US Air se dirige vers l'aéroport international de Los Angeles. LAX est une plaque tournante pour les voyageurs internationaux. Just confirm the visual approach for US Air 1493 is 24 left. That's correct, US Air 1493. En prévision de l'atterrissage, le commandant de bord Colin Shaw se charge des communications radio, tandis que son copilote David Kelly pilote l'appareil. L'avion compte 89 passagers. De nombreuses places sont vacantes. Je rentrais d'un voyage d'affaires à Columbus, en Ohio. Après ma réunion, je me suis rendu à l'aéroport de Columbus, où j'ai pris un vol direct pour Los Angeles. Je m'attendais à passer une superbe fin de semaine. US Air 1493. Expedite your descent through 4000 as much as practical, if you would. There will be traffic pass above you on the south side. Le Boeing 737 est tout près de Los Angeles quand le contrôleur d'approche demande aux pilotes d'accélérer leur descente. Ils doivent dégager l'espace car un avion s'apprête à voler au-dessus d'eux. Okay, I'll expedite through 4. US Air 1493. Atterrir à LAX n'est pas de tout repos pour les pilotes. Le trafic est souvent très dense dans l'espace aérien aux abords de l'aéroport. Un avion y atterrit ou y décolle toutes les 50 secondes. Chacune de ces 4 pistes sert à la fois au décollage et aux atterrissages. Des voies de circulation croisent les pistes à des dizaines d'endroits. L'aéroport peut se transformer en dédale de signaux arrêtés-passés pour les pilotes qui suivent les directives des contrôleurs aériens. US Air 1493. Thanks for your help. Contact Los Angeles Tower 133.9. Good night. Good night. Gear down? All right. You gave 3 bells? Yes, I did.
Tout en haut de leur tour de 12 étages, les contrôleurs aériens ont une vue d'ensemble de tout le trafic de l'aéroport. C'était une soirée mouvementée avec beaucoup d'avions. À cette heure-là, il y avait énormément d'atterrissages et de décollages. Ce n'était pas inhabituel. Elliot Brand est le contrôleur responsable des autorisations. La tâche principale du contrôleur responsable des autorisations consiste à transmettre les itinéraires et les plans de vol aux pilotes dès qu'ils apparaissent à l'ordinateur. On imprime une fiche de progression de vol qui fournit l'indicatif d'appel, le type d'appareil et son itinéraire. Je donne l'autorisation au pilote et je remets la fiche qui contient les informations de vol au contrôleur désigné. Brand partage ces informations avec 4 contrôleurs aériens. 2 contrôleurs au sol qui sont responsables des avions qui se déplacent entre les postes de stationnement et les pistes, et 2 contrôleurs d'aéroport qui sont responsables des décollages et des atterrissages. Ce soir-là, la contrôleuse d'aéroport Robin Washer surveille les 2 pistes nord de LAX, 24 gauche et 24 droite. Elle se sert des fiches de progression de vol pour suivre les départs et les arrivées. US Air 23 taxiing to position and hold runway 24 left. Position and hold, 24 left, US Air 23. Push 49740 Echo. 246, you still holding short of 47? 46, affirmative. All right, you're next. SkyWest 569, taxi up and hold short of runway 24 left. Roger, hold short. On 128.75. 2875, good night now. Le vol 1493 de US Air se trouve à 13 km de LAX. Les pilotes se préparent en vue de l'atterrissage. Speed brakes. Still working for a living. All right. Flaps are going 1. Flaps. Les pilotes communiquent avec la tour de contrôle de LAX pour les instructions d'atterrissage. US Air 1493, inside Roman. Wings 5006, ground, tower. Robin Washer ne répond pas à leur message radio. Son attention est concentrée sur d'autres avions. SkyWest 569, taxiing to position, hold runway 24 left. Traffic will cross downfield. Okay, 24 left. Position and hold, SkyWest 569. Wings west 5006, tower. At 2166, connect approach 124.5. 30, green light to 10. Gear. Flaps. Landing clearance remains. À 6 km de LAX, l'avion de US Air n'a toujours pas reçu l'autorisation d'atterrir. Sundance 518, taxi across runway 24 left. Contact ground point 65 when you're off the runway. Good night. Le commandant Shaw contacte la tour pour une deuxième fois. Il a besoin de l'autorisation de Robin Washer pour atterrir. US Air 1493 for the left side. 24 left. 246, heading 270, contact Los Angeles departure. Good night. Mais encore une fois, d'autres avions monopolisent son attention. Out of 1,000 feet. Le vol 1493 est à 1 minute de la piste. C'est ce que les pilotes appellent la courte finale. Si des priorités surviennent, il peut arriver que les pilotes obtiennent l'autorisation d'atterrir en courte finale seulement. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land. 24 left. Cleared to land, 24 left, 1493. Okay, call and shake it, Nico. 9740 Echo. Looks real good. You're coming out of 500.
What the hell? Le vol 1493 de US Air a à peine touché le sol quand il s'écrase en flammes à l'aéroport international de Los Angeles. J'ai vu l'avion de US Air se poser et après avoir parcouru un tiers de la piste à la hauteur de la voie de circulation 45, l'appareil était ravagé par les flammes. Le superviseur s'est précipité sur le téléphone pour prévenir les secours d'urgence. À bord de l'appareil, les passagers sont terrorisés. J'avais l'impression que l'avion craquait de partout. Et je voyais une pluie d'étincelles par le hublot. Good God. Rosa Reynoso est une agente en civil au service de la police aéroportuaire. On se trouvait à 500 mètres de là, mon partenaire et moi, lorsqu'on a vu l'avion en feu. Alert 33, runway 24 out. Affirmative, alert 33. Les premières minutes ont été terrifiantes. C'était le chaos. Je me souviens m'être dit, mon Dieu, envoyez-nous de l'aide. Des pompiers, des policiers, n'importe qui, parce que c'est très grave. Dans la tour, on ne perd pas de temps à se demander ce qui a pu se passer. D'autres avions se préparent à atterrir et les contrôleurs doivent veiller à leur sécurité. Wings west 5212, winds 240 at 8. You are cleared to land. Runway 24 right. Use caution. We just had an aircraft go off the runway in flames. Une fumée toxique envahit la cabine du vol 1493. Des passagers se ruent vers une porte à l'arrière de l'avion. J'ai réussi à longer 7 ou 8 rangées vers l'arrière quand tout à coup, je me suis heurté à un tas de gens coincés dans l'allée. Ça n'avançait plus. Je me suis dit qu'il y avait certainement une ouverture à l'avant de l'avion pour que toute cette fumée se propage aussi rapidement dans la cabine. Je me suis dirigé tant bien que mal vers le poste de pilotage. Et j'ai vu les flammes des deux côtés de l'avion. C'est là que je me suis dit, « Seigneur David, tu ne sortiras jamais de cet avion. Tu es coincé ici. » Certains ont réussi à s'échapper et sont maintenant à l'extérieur. Rosa Reynoso est la première intervenante d'urgence à arriver sur les lieux. Le feu était très intense. C'était extrêmement chaud. Ça nous brûlait presque la peau. Elle n'a pas une minute à perdre pour aider les survivants à s'éloigner de l'appareil en flammes. Les passagers essayaient de fuir l'avion par les sorties de secours, mais les portes étaient en feu. Certaines personnes ont même sauté de l'avion à travers les flammes. Les renforts arrivent quelques minutes plus tard. Des gens étaient gravement brûlés, d'autres s'étaient écorchés ou coupés. Certains avaient une jambe cassée. C'était traumatisant. On ne pense plus qu'à agir en se disant qu'il faut tout faire pour essayer de sauver des vies. David Koch est toujours prisonnier de l'appareil. Tout à coup, j'ai vu un rayon de lumière. C'était un miracle. J'ai poussé de toutes mes forces et je me suis rendu compte que j'avais ouvert la porte de service office. Mais il n'est pas sain et sauf pour autant. Il ne parvient même pas à distinguer la terre ferme à travers les flammes et la fumée. Je me suis dit, tant pis, je saute. J'ai atterri sur le sol. Puis je me suis éloigné de l'avion à 4 pattes.
Je me sentais terriblement coupable. Pourquoi n'étais-je pas retourné dans la cabine pour dire aux autres de me suivre? Si j'avais fait demi-tour, j'aurais probablement perdu connaissance. Et je serais mort là, par terre. C'est ce qui m'a permis d'accepter le fait d'avoir fui sans prévenir les autres. Tandis que les recherches pour trouver des survivants se poursuivent, les pompiers font une découverte troublante. This is Rescue 1. We've got a propeller down here in the wreckage. La découverte d'une hélice a d'horribles implications. There's 2 planes down here. On a examiné les fiches de progression de vol des avions déjà décollés, de ceux en attente. On a appelé au contrôle des départs pour demander aux contrôleurs radar avec quels appareils ils avaient communiqué au cours des 5 ou 6 dernières minutes. What about SkyWest 5569? No, we haven't heard from them. SkyWest 569, taxiing to position hold, runway 24 left. Okay, 24 left, position. And hold, SkyWest 569. Tous les appareils sont localisés, hormis le vol 5569 de SkyWest, un Fairchild Metroliner en partance pour Palmdale, en Californie. Le personnel d'urgence trouve les pièces du petit avion disséminées sur la piste 24 gauche. Il y avait 12 occupants à bord de l'appareil. Aucun n'a survécu. Ce qui reste de l'avion est coincé entre le vol 1493 de US Air et une bâtisse désaffectée en bordure de la piste. Je me suis tout de suite dit, mon Dieu, il y a des gens là-dessous et on ne s'en doutait même pas. Il y a davantage de victimes dans le plus gros avion. 20 personnes ont péri et 2 autres mourront des suites de leurs blessures. Le copilote Kelly a survécu, mais le commandant Shaw n'a pas eu la même chance. La catastrophe met LAX sur la sellette. America's runways, according to the nation's pilots, the most dangerous part of the flight. Au cours des mois et des années précédant la tragédie, le trafic toujours croissant posait un problème de sécurité à l'aéroport international de Los Angeles. The most close calls, Los Angeles International Airport. 33 near collisions over the last 4 years. That's 1 every month and a half. Cet accident confirme qu'il y a bel et bien un problème de sécurité. Le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, dépêche son équipe d'intervention rapide à LAX pour faire enquête. C'était une vision d'horreur. La partie avant de l'avion s'était empalée sur la bâtisse du côté du commandant. En examinant plus attentivement, on pouvait voir des pièces d'un autre appareil en dessous. Les enquêteurs constatent que les 2 avions sont entrés en collision à une intersection sur la piste 24 gauche. L'accident s'est produit parce que les 2 avions se sont retrouvés en même temps sur la piste. En fait, la piste n'était pas libre. Ça ne devrait jamais arriver quand une autorisation d'atterrir est accordée. Réduire le nombre de collisions sur les pistes est une priorité pour les enquêteurs du NTSB. Les incursions sur piste font partie du programme d'amélioration du Conseil national de la sécurité des transports depuis 1990. C'est une préoccupation majeure pour l'ensemble de l'industrie. On parle d'incursion sur piste quand on est en présence d'un objet non autorisé sur une piste destiné au décollage et aux atterrissages. Certaines des pires tragédies aériennes de l'histoire se sont produites sur les pistes. En mars 1977, sur l'île de Tenerife, 583 personnes ont péri quand 2 Boeing 747 sont entrés en collision sur la piste. En janvier 1990, un Beechcraft King Air 100 a été embouti par un Boeing 727 qui atterrissait à Atlanta.
Plus tard, cette année-là, à Détroit, un autre Boeing 727 a heurté de plein fouet un DC-9 transportant 44 passagers. Les incursions sur piste se produisent en raison de certaines défaillances dans le système actuel. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs du NTSB se hâtent de recueillir les preuves afin de dégager les débris de la piste le plus rapidement possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que LAX pourra reprendre toutes ses opérations. L'enquête vise à identifier la cause de l'accident, bien sûr, mais on veut également comprendre pourquoi un si grand nombre de passagers ont péri, prisonniers de la carlingue en flammes. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, mais on a appris qu'il y avait eu des altercations entre les passagers qui s'étaient bousculés pour atteindre la sortie. Pour ajouter à la confusion, l'une des portes de secours est à l'intérieur de l'avion, bloquant ainsi partiellement l'évacuation. Selon les consignes de sécurité, il faut pousser cette porte à l'extérieur, ce qui n'a pas été fait. La sortie de secours au-dessus de l'aile droite était donc partiellement obstruée par ce gros panneau d'accès. Le NTSB en arrive à la conclusion que le nombre réduit de sorties de secours a nui à l'évacuation et a coûté la vie à plusieurs passagers. Coincés à l'intérieur de la cabine envahie par la fumée toxique, ils ont perdu connaissance. Les enquêteurs se partagent la tâche. Certains procèdent à l'analyse des décombres, tandis que d'autres se concentrent sur le contrôle de la circulation aérienne. On se penche d'abord et avant tout sur les communications. Ensuite, on vérifie les procédures en vigueur et leur mise en application. Est-ce que les directives ont été rigoureusement suivies? Dans l'espoir d'en apprendre davantage, les enquêteurs saisissent les enregistrements des conversations entre les contrôleurs et les avions. Et ils se demandent quelles instructions ont reçues les pilotes peu avant la catastrophe. Ils veulent également connaître les derniers échanges des équipages au cours de ces secondes cruciales. Les pilotes ont-ils respecté les consignes? L'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage devrait éclairer les enquêteurs à ce sujet. Mais Bob McIntosh reçoit de mauvaises nouvelles concernant le Metroliner de SkyWest. No voice recorder. Great. En examinant l'équipement électronique de bord du vol 569 de SkyWest, on a constaté qu'il n'y avait pas d'enregistreur de conversation. On était très déçus. Au moment de l'accident, les avions de transport régional n'étaient pas tenus d'avoir un enregistreur de conversation dans le poste de pilotage. Voilà qui signifie que les seules conversations du SkyWest dont disposent les enquêteurs sont ces communications avec la tour de contrôle. Le copilote et le pilote ont certainement échangé des commentaires en écoutant les instructions des contrôleurs aériens qui leur parvenaient dans le poste de pilotage. On était conscient d'avoir perdu des données précieuses. À l'aide des bandes sonores de la tour de contrôle et d'un seul enregistreur de conversation, les enquêteurs tenteront de savoir lequel des deux avions avait reçu l'autorisation d'utiliser la piste 24 gauche. La réponse dressera un constat alarmant sur la sécurité des passagers à LAX. L'enquête sur la collision meurtrière survenue sur une piste de LAX s'oriente sur les communications entre la contrôleuse Robin Washer et les deux avions accidentés. Les enquêteurs se concentrent d'abord sur le petit appareil. Quelques minutes avant l'accident, les pilotes du Metroliner attendaient l'autorisation de décoller. SkyWest 569, taxi into position and hold runway 24 left. Traffic will be crossing downfield. Les bandes audio nous servent à visualiser où se trouve l'avion sur la piste, exactement comme le ferait un contrôleur.
Les pilotes du Metroliner de SkyWest se sont alignés sur la piste et se sont arrêtés à l'intersection 45. Ils devaient attendre qu'un autre avion traverse la piste devant eux. Okay, 2-4 left, position and hold. SkyWest 569. Okay. Stop her right there. En écoutant les bandes audio de la tour de contrôle, les enquêteurs concluent que les pilotes du Metroliner ont respecté les consignes. All right, let's keep going. Ils écoutent maintenant les communications entre Robin Washer et les pilotes de US Air. US Air 1493 for the left side, 2-4 left. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land 2-4 left. Le vol 1493 de US Air a reçu l'autorisation d'atterrir pendant que le vol 569 de SkyWest attendait sur la même piste. Cleared to land, 2-4 left. 1493. SkyWest 569, right at intersection 45. How long's it been there? 1 minute, 7 seconds. Les enregistrements de la tour de contrôle révèlent que Robin Washer a donné l'autorisation aux deux avions d'emprunter la piste 24 gauche au même moment. 2-4 left, contact ground, 0.65 when you are. What the hell? En écoutant les communications radio, on a essayé de se mettre à la place de la contrôleuse. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les enquêteurs veulent savoir ce que faisait Robin Washer au moment de l'accident. Ils s'intéressent aux autres vols qui se trouvaient sous sa responsabilité. Wings West 5006, taxi across runway 24 left. Ils apprennent que peu avant la collision, Robin Washer a commencé à perdre la trace de certains de ses vols. Is that for Philippine 102? No, sir, hold short. Wings West 5006, taxi across runway 24 left. Le vol 5006 de Wings West, qui se trouvait du côté nord de la piste 24 gauche, attendait pour traverser du côté sud. Wings West 5006, ground, tower. Mais quand elle lui a donné l'autorisation de traverser, l'équipage n'a pas répondu. Robin Washer a passé près d'1 minute entière à tenter de rétablir le contact radio avec l'avion qui devait traverser la piste. Can I hear the rest of that exchange? Wings West 5006, on frequency again. Change radio. Sorry about that. Ils l'ont prévenu qu'ils avaient changé de fréquence radio par inadvertance. 5006, you're back with me. Yeah, we didn't mean to switch radios. We're on now. Cet incident a déconcentré la contrôleuse. Okay, I thought I lost you. Sorry, we thought we lost you. We apologize. Not a problem. Mais les enquêteurs découvrent que cet avion n'était pas le seul à déconcentrer Robin Washer peu avant la catastrophe. Tower Wings West 5072 is ready for takeoff. Wings West 5072? Le vol 1493 de US Air est à moins d'1 minute de toucher la piste quand Robin Washer reçoit le message radio d'un autre avion de Wings West, le vol 5072. On a bien senti qu'elle ne savait pas de quel avion il s'agissait quand le vol 5072 de Wings West lui a demandé l'autorisation de décoller. Wings West 5072, are you at 47 or full length? We're at full length. Okay, hold short. Roger, holding short. Les enquêteurs veulent entendre la version des faits de la contrôleuse. I couldn't find the flight progress strip. Ils se demandent pourquoi elle n'a pas reconnu cet avion qui était pourtant sous sa responsabilité. I couldn't find the strip, so I asked my supervisor to help me. Francina?
I need a strip for Wings West 5072. Elle explique que pendant que les pilotes du Metroliner attendaient sur la piste, elle cherchait la fiche de progression de vol d'un autre avion. Avant qu'elle puisse reprendre ses esprits, le vol 1493 de US Air a embouti l'arrière du Metroliner. What the hell? Les enquêteurs du NTSB savent maintenant qu'une erreur humaine a joué un rôle majeur dans la terrible collision de LAX. Étrangement, quand elle a autorisé l'atterrissage du vol de US Air, Robin Washer a tout simplement oublié la présence du Metroliner en attente sur la piste. C'est le cauchemar de tout contrôleur aérien. On est formé tout au long de notre carrière pour éviter que ça arrive. Et quand ça se produit, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. Mais c'est le genre de choses, le genre de situation qui peut arriver à n'importe qui. L'erreur est humaine. Après l'accident, Robin Washer a démissionné de son poste à LAX et n'a plus jamais exercé le métier de contrôleuse aérienne. Mais les enquêteurs vont bientôt découvrir que cette erreur humaine n'est pas la seule responsable de la tragédie. Même si les enquêteurs ont conclu que l'erreur d'une contrôleuse aérienne avait causé la collision fatale de LAX, ils ont encore du pain sur la planche. Quand on mène une enquête, il est facile de faire porter le blâme à une seule personne. Mais le plus important, c'est de se demander ce qui est arrivé et ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Les réponses à ces questions commencent à surgir quand le NTSB s'intéresse de plus près à la routine de la tour de contrôle durant les semaines précédant l'accident. C'est le genre de problème qu'on ignore et qui nous explose à la figure. Ils apprennent qu'une autre catastrophe a été évitée de justesse 7 mois avant la collision fatale. Un DC-10 qui atterrissait a bien failli heurter un Airbus qui attendait l'autorisation de décoller sur la piste. L'aéroport de Los Angeles avait la réputation d'être le plus dangereux au pays en matière d'incursion sur piste. Il était grand temps que ça change. Les contrôleurs de LAX présentent des documents qui prouvent qu'immédiatement après la catastrophe évitée, ils ont prévenu les dirigeants du manque de personnel dans la tour. Ils ont également expliqué que les zones à proximité des pistes du côté nord étaient invisibles pour les contrôleurs en raison de la présence d'un lampadaire. La contrôleuse aérienne avait une vision obstruée de la piste. Le lampadaire qui servait à éclairer l'aire de trafic de l'aéroport projetait une lumière éblouissante. Robin Washer n'a peut-être pas vu le Metroliner de SkyWest qui attendait sur la piste. Les enquêteurs s'intéressent aux autres outils qui lui auraient permis de détecter l'avion. Le radar de surface est généralement utile lorsque la visibilité est réduite. C'est un outil qui permet au contrôleur de confirmer visuellement sur un indicateur panoramique si un avion se trouve bel et bien à l'endroit annoncé. Le radar au sol recense tous les avions et véhicules de piste qui se déplacent sur l'aire de trafic. Mais le soir de l'accident, ce dispositif était défectueux. You're holding short, is that correct, sir? Yes, ma'am, we're holding short. Il fonctionnait de façon intermittente. C'était un vrai casse-tête pour les responsables. Le système n'était pas fiable. On a porté plainte pour que des correctifs soient apportés et que le dispositif soit perfectionné le plus rapidement possible. Les enquêteurs apprennent que seulement 4 jours avant l'accident, les dirigeants de LAX ont demandé à l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, la FAA, d'accorder la priorité au dossier du radar au sol.
On a découvert que l'aéroport de Los Angeles devait recevoir un nouveau système en 1988. Mais l'échéance n'avait pas été respectée. Et de plus, ils ne connaissaient toujours pas la date de livraison du système de radar. Avec un radar au sol hors service et une vision de la piste réduite par une lumière éblouissante, Robin Washer avait bien peu de chances de déceler son erreur à temps. Les enquêteurs s'intéressent maintenant au poste de pilotage du vol de US Air et se demandent pourquoi les pilotes n'ont pas vu le Metroliner sur la piste et n'ont pas interrompu leur atterrissage. Tous les pilotes sont d'accord pour dire que c'est notre travail d'examiner attentivement la piste pour vérifier qu'elle est bel et bien dégagée avant d'atterrir. Comme tous les avions, le Metroliner est muni de lumière pour être visible dans l'obscurité. Il a des feux à éclat à l'extrémité des ailes et sur la queue, des feux de position sur les ailes et un feu anti-collision au sommet du plan fixe vertical. L'éclairage du SkyWest nous préoccupait. En vérifiant dans le manuel d'exploitation, on a appris que la procédure de cette compagnie consistait à allumer les feux à éclat seulement après avoir obtenu l'autorisation de décoller. So no other lights were required? Okay, thank you. Le Metroliner n'était pas encore autorisé à décoller. Les seules lumières qui étaient allumées pendant son attente étaient les feux de position sur les ailes et la queue et le feu anti-collision sur la queue. Les enquêteurs du NTSB montent à bord d'un hélicoptère pour tenter de reconstituer la procédure d'approche sur la piste 24 des pilotes de US Air. On a reproduit leur approche finale pour vérifier ce qu'on soupçonnait déjà, c'est-à-dire que le Metroliner n'était pas visible. Il place un Metroliner sur la piste à l'endroit précis de la collision. Effectivement, on ne voyait pas l'avion stationné aux intersections 45 et 47. On ne pouvait pas le voir. Looks real good. L'enquête conclut que les lumières du Metroliner se confondaient avec les feux de piste étant de la même couleur et de la même intensité. L'avion était tout simplement invisible pour les pilotes du vol 1493 de US Air. You're coming out of 500. Le feu anti-collision passait inaperçu au milieu de cette profusion de lumière. Dans le rapport déposé par le Conseil national de la sécurité des transports, on conclut que l'erreur de la contrôleuse est une cause de la collision sur la piste. Notre travail consiste à découvrir pour quelles raisons un accident s'est produit. On peut appeler ça les causes ou les facteurs contributifs, mais on considère qu'on a fait notre boulot quand on a réussi à prévenir un éventuel accident. Mais prévenir les accidents sur les pistes de LAX s'avère beaucoup plus difficile que ne l'auraient cru les enquêteurs. La collision entre le vol 1493 de US Air et le Metroliner de SkyWest inquiète la population. La catastrophe semble prouver que les contrôleurs n'arrivent pas à gérer de façon sécuritaire le trafic en constante augmentation à l'aéroport international de Los Angeles. L'enquête du NTSB conclut que l'une des causes de l'accident est la confusion de la contrôleuse Robin Washer quant à la position des avions sous sa responsabilité ce soir-là. Mais le rapport dénonce également la déficience du système de contrôle aérien de LAX. Au cours des mois et des années qui ont suivi la tragédie, des améliorations ont été apportées aux installations de contrôle aérien pour renforcer la sécurité de l'aéroport. Le radar au sol défectueux a enfin été remplacé par un modèle plus récent.
Aujourd'hui, la tour de contrôle de Los Angeles dispose du système le plus moderne qui soit. Chaque arrivée et chaque départ ont un indicatif d'appel associé à un modèle d'avion. À tout moment, la position de chacun des avions est connue. De nouveaux règlements encadrent la façon dont les fiches de progression de vol sont manipulées dans la tour de contrôle. Les contrôleurs au sol vérifient désormais les fiches avant qu'elles se rendent au contrôleur aérien responsable du vol. Ces paires d'yeux supplémentaires allègent la charge de travail du contrôleur d'aéroport. 5 ans après l'accident, une nouvelle tour de contrôle est construite à LAX. Elle a 16 étages de plus que l'ancienne et elle est 3 fois plus large, offrant ainsi aux contrôleurs un horizon clair et dégagé. De nouveaux règlements concernant l'éclairage des avions sont également imposés. Désormais, les pilotes ont l'obligation d'allumer tous leurs feux avant de se déplacer sur une piste. Mais malgré ces améliorations, le nombre d'incursions sur piste ne cesse d'augmenter à LAX. Pendant les années 90 et même 2000, LAX figurait certainement parmi les pires aéroports quant au nombre d'incursions sur piste. Les incidents étaient monnaie courante. Encore 10 ans après la collision fatale, les graves incursions sur piste étaient plus fréquentes à LAX que dans n'importe quel autre aéroport des États-Unis. Leur nombre d'incursions sur piste atteignait les 2 chiffres presque chaque année. Et là-dessus, il y avait toujours des incidents graves. En 2007, on y a recensé 21 incursions sur piste. Dans l'espoir de régler le problème une fois pour toutes, l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile a commencé à travailler sur un nouveau système de feux de piste pour garder les avions à l'écart les uns des autres. Le système de témoins lumineux des feux de piste est composé d'une série de feux qu'on installe sur les voies de circulation. On l'installe également sur la piste elle-même. Ce système entièrement automatique est formé d'une série de feux rouges fixés sur les pistes et les voies de circulation. Ils préviennent les pilotes de la présence de circulation incompatible. Si les témoins lumineux s'illuminent en rouge, les pilotes ou les conducteurs de n'importe quel véhicule savent qu'il est dangereux de traverser ou d'emprunter cette piste. Ils s'illuminent quand un avion atterrit ou décolle, ou s'il y a un quelconque trafic sur la piste. Le système de témoins lumineux des feux de piste est l'un des systèmes les plus efficaces dont nous disposons pour prévenir les incursions sur piste. Cette technologie a été implantée à l'aéroport international de Los Angeles en avril 2009. Des prototypes du système sont également en place à Dallas-Fort Worth et à San Diego. D'ici 2011, des dizaines d'aéroports à travers les États-Unis pourront compter sur le système de témoins lumineux des feux de piste. L'équipement de la tour de contrôle de Los Angeles est beaucoup plus sécuritaire aujourd'hui qu'il ne l'était en 1991. Il a été perfectionné, il est beaucoup plus fiable et les contrôleurs ont les outils nécessaires pour s'assurer que les pistes sont dégagées et que les avions peuvent se déplacer en toute sécurité. Même si les innovations technologiques ne peuvent jamais garantir une sécurité à toute épreuve, ces améliorations ont permis de rétablir la confiance des voyageurs envers LAX, même parmi ceux qui ont survécu à la tragédie du vol 1493. J'ai passé quelques jours aux soins intensifs et une fois sorti de l'hôpital, j'ai fait des cauchemars pendant un bon moment. Mais tout va bien maintenant. Mes craintes ont complètement disparu. Je n'hésite jamais à prendre l'avion. Je fais entièrement confiance au système aérien.